Bonjour à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quels sont les points indispensables à vérifier sur son vélo avant de partir rouler et quels sont les éléments, les équipements à emmener pour assurer une sortie dans les meilleures conditions possibles. Une sortie, on va dire, courte à moyenne distance ou moyenne durée. Parce qu'effectivement, en gravel, parfois il faut plus parler en temps que en kilomètres en fonction des parcours que l'on va faire. Et puis ensemble, dans cette vidéo, on va pouvoir tester un tout nouveau vélo ensemble. Je vous le montre, il est derrière moi. C'est un vélo assez exceptionnel puisque c'est le tout dernier 3T, le Racemax Exploro. Enfin, je vous ferai une revue complète sur ce vélo, mais c'est l'occasion de le tester sur une sortie. Et sur l'application Open Runner, comme je vais vous montrer à l'écran, eh bien, vous avez un petit bouton Covid qui vous trace automatiquement le cercle autour de chez vous. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez tracer facilement un itinéraire. Et aujourd'hui, l'itinéraire va faire à peu près 100 km. Donc finalement, on n'est pas tellement limité, sauf effectivement par rapport aux horaires. Allez, on se retrouve sur le vélo et puis je vais vous faire des saisies tout le long. Et puis je vais vous raconter effectivement ce qu'il faut prendre pour faire une sortie dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est vraiment la vidéo maudite parce que faut voir que je l'ai déjà tournée. Malheureusement, il y avait énormément de vent et lorsque je me suis retrouvé devant mon ordinateur, le son était tellement parasité à cause du vent. Je me suis dit non, je peux pas vous livrer ça, donc il faut que je retourne. Alors là on est l'après-midi, je suis parti ce matin pour faire cette vidéo au lever du jour et il faisait tellement froid. Il faisait -5, c'était tout gelé, j'arrivais pas à me réchauffer, j'avais la mâchoire tout bloquée, j'avais les doigts glacés, sachant que la caméra que j'utilise elle est tactile, donc il faut que forcément j'enlève mes gants pour faire les réglages. Et du coup, j'y arrivais pas, donc j'ai renoncé, je suis rentré, et là je repars cet après-midi. Voilà, il faisait -5, là il fait 8-9 degrés, il y a un beau soleil, c'est quand même déjà nettement plus agréable. Donc on y arrive. Alors, d'abord, ce qu'il faut vérifier sur son vélo. Alors je dirais qu'il y a 3 choses essentielles, enfin 2 points principaux et un point plus accessoire. Le premier point, ça va concerner les pneumatiques, le deuxième point, la transmission, et le troisième point, un check général du vélo. Alors concernant les pneumatiques, il y a 2 points principaux à voir. Le premier, c'est de faire tourner un tout petit peu vos roues pour voir, examiner les pneumatiques pour voir si vous n'avez pas, je sais pas moi, un petit silex, une épine, enfin quelque chose dans le pneu qui viendrait vous causer une crevaison sitôt parti, ou peut-être déjà une crevaison qui est peut-être déjà latente, et vaut mieux quand même réparer chez soi avant de partir que de faire ça au bord du chemin. La deuxième chose, c'est de vérifier toujours dans le même état d'esprit s'il n'y a pas une coupure sur le côté, parce que parfois voilà, on a pu emprunter un chemin très empierré et une pierre a pu faire une coupure sur le côté du pneu, ce qui serait pas très prudent pour assurer une sortie sécure. Et puis ensuite, l'autre point, ça va être de vérifier la pression. Alors ça, c'est systématique. Pour vérifier la pression, moi je vous conseille vraiment chez vous, si vous roulez régulièrement, investissez dans une pompe à pied. Ça coûte pas très cher. Il y en a vraiment à D4 à des prix très accessibles. C'est pas la peine d'avoir un truc très haut de gamme, mais en tout cas avec un manomètre pour que vous sachiez exactement combien vous mettez dans vos pneus. Alors la pression, elle va dépendre de la largeur du pneu, de votre poids, des chemins que vous empruntez. Par exemple, là sur le 3T que j'ai en test, je suis en 35, donc j'ai gonflé à 4 avant de partir, parce que j'ai toute une portion routière, là où je réalise la vidéo, et après il y a une portion en chemin où je vais descendre un peu. Sur mon autre vélo perso, je suis soit en 40, là je suis plutôt un départ autour de 3,5, puis après pareil je vais baisser. Et puis quand je mets les routes 650B avec en 47, là je gonfle plutôt aux alentours de 3, de 8,3. Après vous adaptez bien sûr à genre des pneus. Deuxième point, c'est vérifier la transmission. Vérifiez déjà qu'il y a une lubrification suffisante de votre chaîne. Alors par principe, on ne lubrifie pas une chaîne qui est sale.
Donc normalement on nettoie sa chaîne avant de la lubrifier. Bon, maintenant si vous êtes un peu à l'arrache et que vous avez 3 minutes devant vous avant de partir, bon, vous pouvez remettre éventuellement un petit coup d'huile histoire d'assurer une sortie avec une transmission qui va bien fonctionner. Mais quand même, si vous pouvez, c'est nettoyer régulièrement votre transmission avant de la huiler ou d'utiliser une cire, hein. Les deux sont possibles. Je ferai sans doute une vidéo entre les deux. La différence, c'est que quand vous mettez de l'huile, le vélo est immédiatement disponible, alors que la cire, il faut souvent la poser avant, la laisser un petit peu sécher et puis remettre une deuxième, voire une troisième fois pour être sûr que la transmission soit bien lubrifiée. Donc il y a un peu plus, on va dire, d'inertie entre le moment où on met la cire et le moment où on peut utiliser le vélo. Et puis la cire également tient en général un peu moins longtemps qu'une transmission avec de l'huile. Mais les deux sont vraiment très intéressants. Et le gros avantage de la cire, c'est que on n'a jamais sa chaîne noire et les doigts dégueulasses. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est fort agréable. On n'a pas la fameuse marque de la chaîne sur le mollet du cycliste. Un autre petit point rapide également au niveau de la transmission, c'est juste vérifier que toutes vos vitesses passent bien, qu'il n'y ait pas de petits bruits parasites, que le dérailleur est bien aligné, quitte à donner un petit coup de clé éventuellement s'il faut le régler. Une nouvelle fois, c'est toujours mieux de le faire chez soi avant de partir que au bord du chemin ou dans le coin du fossé. Ensuite, je vous invite à faire un petit check général du vélo, les freins, regardez s'il n'y a pas, je sais pas moi, un porte-bidon desserré, enfin voilà, rapide. Et là, vous pouvez partir. Tiens, pour la petite info, ici, vous voyez une belle bâtisse. En fait, c'est l'ancienne maison de Lamartine. Enfin, Lamartine y a habité quelque temps. Et il a dû la vendre, en fait, en 1831. Et il y a une petite phrase qui accompagne ce bâtiment qui dit la chose suivante: j'ai vendu le château, mais pas les mémoires, les bois, mais pas l'ombre, les eaux, mais pas les murmures. Tout cela est dans mon cœur et ne mourra qu'avec moi. Il a écrit ça en 1849. Ce qui est très important dans une sortie vélo, c'est régulièrement boire et manger. Que votre sortie soit courte ou longue, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très rigoureux pour à la fois éviter de se déshydrater, parce que même là, si c'est couvert, même s'il fait un peu frais là pour l'instant, et même l'hiver, en fait en vélo on perd beaucoup d'eau. Par exemple, j'ai emmené 2 bidons, un de, je sais même plus combien il fait le gros là, 950 ml, donc on a vraiment pas mal d'eau, et puis l'autre qui fait, je regarde, là on est sur 750 ml. Voilà, pour la sortie que je vais faire, je devrais quand même pas manquer d'eau, et de toute façon, la petite astuce, vous la connaissez certainement. Pour trouver de l'eau, c'est assez facile. Quand vous traversez un village, il y a souvent un cimetière. Et c'est pas très glamour ce que je vais raconter, mais souvent dans les cimetières, eh bien, il y a de l'eau pour arroser les fleurs des cimetières. Donc il y a toujours de quoi remplir ces bidons. Et puis en termes d'alimentation, moi ce que je vous conseille, c'est un peu empirique, hein. Je suis pas un expert de la nutrition. Donc moi, par habitude, toutes les demi-heures sur le vélo, je mange. Alors moi, très simplement, hein, là j'ai cette petite sacoche Rapha dont je suis friand pour les petites sorties parce qu'elle est très compacte, elle prend pas de place, elle bouge pas sur le vélo, elle est facile à installer. Comme ça, je n'ai même pas à descendre de vélo, tout est à portée de main. Alors on peut aussi mettre une sacoche de cadre, hein. J'ai fait aussi un test avec une autre marque, la sacoche Zefal, dont je vous ferai un retour. Moi j'ai une préférence pour les sacoches de guidon que les sacoches de cadre. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais c'est tout à fait personnel et subjectif, hein. Et donc comme ça, voilà, là par exemple, j'ai un petit tanka à l'amande, barre énergétique, gourmande, saveur fruits des bois, voilà. Si quand vous rentrez, vous crevez de faim et crevez de soif, ça veut dire fatalement que vous n'avez ni assez bu ni assez mangé. Eh bien, profitons de cette petite pause ensemble pendant laquelle je mange une douceur salée, parce qu'en fait sur les parcours de moyenne distance, j'aime bien alterner le salé et le sucré, à la fois pour des questions d'apport énergétique, mais surtout j'ai remarqué, moi, quand je mange trop de sucre, en fait ça me donne à la fois soif, et puis souvent en fait au bout d'un moment ça finit par m'écœurer avec l'effort, notamment quand il fait très chaud. Donc j'aime bien alterner les deux. Et ce qu'on va faire ensemble, bien, on va regarder le contenu de mes sacoches et ça vous donnera une idée de ce qu'il faut emmener pour vos sorties.
Voilà, je vous fais juste profiter. Ici, on est à Baume-la-Roche. On a un joli bassin, vous voyez derrière moi, avec une petite cascade, une falaise tout là-haut. D'ailleurs, on peut y aller en vélo, mais une nouvelle fois, il fallait rester dans le cercle des 10 km, donc c'était borderline, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et puis, bon là, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand il y a du soleil, en fait, l'eau, elle est toute bleue, translucide, c'est vraiment très, très joli. Vous allez trouver, première chose, j'emmène toujours avec moi un multitool, de manière à pouvoir à tout moment resserrer quelque chose, au cas où avec les vibrations ou quelque chose soit desserré, ça peut être n'importe quoi, donc il faut juste vérifier que vous avez les outils qui correspondent bien évidemment aux différents types de vis, d'écrous que vous avez sur votre vélo. Optez pour quelque chose de très compact, c'est pas la peine d'emmener des outils sophistiqués, la caisse à outils, c'est pas pour faire du grand bricolage, c'est vraiment pour se dépanner. Ensuite, eh bien l'indispensable chambre à air, bien que je roule en tubeless, par sécurité j'emmène toujours une chambre à air. J'ai en plus, parce que je suis en tubeless, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment un choix. D'ailleurs, on a la meute des chiens derrière. J'emmène donc ici des mèches vraiment en cas de très très gros trous sur le tubeless pour me dépanner. Je m'en suis servi qu'une fois honnêtement, mais c'est vraiment jouer la sécurité. Alors, je sais pas ce que ça va donner les chiens en arrière-plan dans la vidéo, mais je l'ai déjà retourné plein de fois, donc voilà, ça va aller comme ça. Ici donc on a des démonts de pneus. Je vous en avais parlé, la petite cale indispensable, l'insert qui vient se mettre entre vos étriers de frein, de manière à, si je démonte la roue et que malencontreusement je viens à serrer la poignée, de manière à ce que les deux plaquettes ne viennent pas se collaber, enfin se serrer l'une à l'autre et que je ne puisse pas remonter la roue. Donc ça c'est vraiment l'accessoire de sécurité. Maintenant passons à l'avant. Là il faisait un peu frais, donc j'avais emmené des gants longs qui m'ont servi au départ et après je suis passé en gants courts. J'ai évidemment pour réparer la chambre. Alors il faut savoir, pour les chambres à air, pour gonfler vous avez deux possibilités. Soit utiliser des pompes ou des mini pompes. Vous pouvez mettre dans une sacoche ou même il y a des kits pour les accrocher à côté de vos porte-bidons. Et puis on peut également utiliser des cartouches de CO2. Alors j'ai expérimenté, ça ne m'a pas convaincu. Le problème des cartouches de CO2, déjà en fait le gain en volume par rapport à cette pompe là qui est quand même très compacte n'est pas énorme. Si, l'avantage c'est que la cartouche de CO2 tient dans ce genre de petite sacoche. Mais le cartouche de CO2 c'est un peu du one shot, c'est-à-dire vous l'utilisez une fois. Et souvent après vous avez plus de gaz. Et si vous crevez plusieurs fois, alors plutôt pour les longues sorties, et bien en fait vous n'avez pas, c'est le cas de le dire, de cartouche de change. Ou alors il faut en emmener plusieurs. Et puis l'autre problème, si vous percutez mal, si il y a un problème d'étanchéité, si tout votre air part et que vous avez mal mis la cartouche sur votre valve, et ben vous êtes chocolat parce que vous êtes voilà, au bord du chemin et vous n'avez plus rien pour gonfler. Au moins une pompe mécanique, ça marche tout le temps. Moi, j'ai ça depuis des années, c'est infatigable parce que finalement, ça sert très peu. À la maison, je gonfle avec une pompe à pied, donc une petite pompe compacte. Mais les cartouches de CO2, ça peut vous convenir si vous voulez vraiment jouer le plus petit volume. J'ai également plusieurs types de barres de céréales, ça je vous l'avais dit. J'ai un petit cache-cou également avec moi que j'emmène souvent, surtout en ces temps frais, que je mets, que j'enlève parce que j'aime pas du tout avoir froid à la gorge. Et j'ai également, pour des questions de sécurité, ici mon passeport. En plus, là, si je me fais arrêter dans la zone des 10 km, il faut que je prouve que j'habite bien à 10 km. Donc là, j'ai mon passeport. Et puis, que j'ai mis dans une petite pochette de plastique pour des questions de protection en cas de pluie. Et tout simplement, j'ai également un billet de 20 €. Donc si vous voulez me dévaliser en gravel, vous allez gagner 20 €, de quoi faire fortune. Vaut mieux finalement voler le vélo parce que celui-là il en vaut 6 000, ça ne vaut que 20 €. Et puis j'ai également avec moi, je vous l'avais dit dans une des toutes premières vidéos, mon mouchoir de grand-père, parce que je ne sais pas comment je me débrouille. Toute l'année, été, hiver, j'ai toujours un peu le nez qui coule. Donc je trouve qu'un mouchoir en tissu de vieux, c'est quand même fort pratique. Et puis ça sert toujours en cas de différends. Et puis après, bon, j'ai des petits accessoires qui sont plus liés en fait vidéo. J'ai des petits supports pour monter effectivement ma caméra, mon support. Là, il y a un petit support que j'ai là, mon support de poitrine de GoPro. Voilà des petits accessoires. Bien évidemment, le casque pour vous protéger, ça c'est obligatoire.
la casquette parce qu'effectivement ça permet à la fois d'éponger la sueur, de couper un peu du froid à l'hiver. Moi j'y trouve beaucoup d'avantages et puis ça fait un peu graveleux. Moi j'aime bien le côté casquette, vous l'avez compris, j'en ai une dans toutes mes vidéos et j'aime bien les casquettes, j'en ai toute une collection à la maison. Et puis là j'ai mis bien évidemment celle de Chris Bike puisqu'il m'a prêté ce 3T Exploro Race Max, donc qui est un vélo assez exceptionnel. Et puis voilà, vous pouvez mettre différentes sacoches, il y a des sacoches de cadre. Moi j'aime beaucoup cette petite sacoche Rapha. Je vous dis tout de suite, c'est pas un placement produit, je l'ai acheté de mes sous. Elle coûte pas très cher, elle coûte 55 € à peu près. Elle existe dans plein de couleurs différentes, elle est très compacte, elle bouge pas, elle est très bien finie à l'intérieur. Il y a des petites pochettes, des petits rabats pour ranger plein de petites choses et on peut la détacher. Il y a une petite bandoulière si on s'arrête et qu'on va se balader, visiter un truc, on peut la mettre en sacoche autour de soi. Donc moi je la trouve très pratique et très compacte. Je trouve voilà, sur un vélo ce type là, c'est esthétiquement en plus ça se marie bien. Donc c'est un bon investissement. Voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Alors pour la conclusion, je vous mets la conclusion des rushs précédents, car je vous avais dit que j'avais retourné cette vidéo parce qu'il y avait toute une partie qui n'était pas très audible à cause de l'énorme vent qu'il y avait. Mais la conclusion était très belle. Donc voilà, j'ai quand même envie de vous faire profiter de l'endroit où j'ai fait la conclusion la première fois. Je vous montre quand même ce magnifique village dans lequel je suis arrivé autour de moi. Une petite église, une ancienne croix. Et puis là je vais vous montrer, il y a une espèce de petit cours d'eau tout à fait champestre et bucolique. C'est quand même sympa le gravel, hein, d'arriver dans des endroits pareils. Voilà, ça c'est vraiment le plaisir, c'est ce que j'aime, arriver, s'arrêter, profiter de l'instant et puis repartir. Et bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Vous en savez plus maintenant sur le check à faire avant de partir rouler et les éléments indispensables afin de partir rouler en toute quiétude pour des sorties courtes à moyenne distance. Pensez à vous abonner, pensez à mettre des commentaires, pensez également à me suivre sur Instagram. En vrac, dans les sujets à venir, la suite de la vidéo origine avec le design, une vidéo sur les pneumatiques, une vidéo sur les groupes SRAM et Shimano, une vidéo sur les pédales, une vidéo sur les chaussures, une vidéo sur les vêtements d'été, une vidéo sur le bikepacking, une vidéo sur les tracés et puis d'autres sujets en fonction de l'actualité et puis de mes inspirations. Je vous dis à très bientôt, merci de me suivre encore de plus en plus nombreux sur cette chaîne et puis dès qu'on aura atteint ensemble les 10 000 abonnés, je ferai une spéciale 10 000 abonnés et j'essaierai au maximum de vous faire gagner le plus de choses possible. Allez, à très bientôt, ciao ciao.